Ok, bonjour à tous. On va reprendre. Je ne vais pas vous embêter longtemps, ma présentation dure 20 minutes. Alors le titre est différent de ce qu'on trouve sur le planning parce que j'ai longtemps hésité en fait à comment l'appeler, puisque en gros je vais vous parler de ce que j'ai fait et de ce que j'ai vu dans Stos pendant ce semestre au LSE. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est Stos? Donc, Stos, c'est le projet de kernel du LSE. C'est un kernel qui est beaucoup inspiré de Linux, notamment il est monolithique, donc tout ce qu'il fait se passe en kernel land, ce qui est le mode d'exécution qui possède le plus de privilèges. Mais contrairement à Linux, il est beaucoup plus modulaire. C'est-à-dire que dans Linux, le cœur du kernel, c'est faire pas mal de choses, et vous pouvez éventuellement rajouter des modules pour, par exemple, ajouter des drivers ou ajouter d'autres fonctionnalités. Dans Stos, quasiment tout se fait dans des modules. Donc le cœur a une seule grosse fonctionnalité, c'est de savoir simplement charger un module. Et ça génère pas mal de problématiques marrantes, du style si on veut ajouter une fonctionnalité qui est relativement fondamentale au kernel, on n'a pas envie de toucher au cœur, donc il faut que le loader de module soit assez intelligent. Je reviendrai un peu dessus tout à l'heure. Donc première chose que j'ai fait dans Stos, c'est implémenter le support de la command line. Alors pareil, qu'est-ce que c'est la command line? En ce qui concerne Linux, alors dans Linux et dans Stos, c'est ce que vous allez retrouver dans votre bootloader. Dans Linux, la ligne commence par Linux pour indiquer que c'est la command line, pour indiquer, voilà. Son but, c'est de dire à votre bootloader comment il doit exécuter le kernel, comment est-ce qu'il doit lancer le kernel. Donc ici, dans Linux, le deuxième argument, c'est le chemin vers le kernel. Ensuite, on lui donne quelques variables, comme par exemple ici, où se trouve la racine du système de fichiers, des choses comme on veut faire du LVM, etc. Dans Stos, vu que tout est dans des modules, ça va ressembler pas mal à la même chose, mais ça va être un peu plus uniforme. Donc, on commence la ligne par kernel, on lui donne ce qu'il faut exécuter, et ensuite, toutes les variables auront cette forme-là, module.variable égale une valeur. Un exemple au hasard, pour l'initramfs, pour le module initramfs, on peut imaginer que ce module ait besoin d'un argument qui s'appelle path, et donc dans la command line, pour lui donner ce paramètre, on fera comme ça. Donc ici, le module initramfs, la variable path et la valeur qu'on lui donne, ceci. Donc, pour qu'un module puisse recevoir un paramètre, il faut déjà qu'il est déclaré. Il faut qu'il soit prêt à recevoir le paramètre. Petite parenthèse sur les modules dans Stos. Alors, ils se trouvent tous dans le même dossier kernel/modules. Ils ont leur propre dossier. Et dans ce dossier-là, pour un module simple comme l'initramfs, on va retrouver typiquement deux fichiers. Un makefile assez simple et un fichier source dans lequel on va définir au moins ce truc-là. Une structure mode info pour donner donc le nom du module, la fonction à appeler quand on veut initialiser ce module, de quoi il dépend, et son type, pour que les autres puissent dépendre de lui. Donc première étape pour pouvoir utiliser la command line dans un module, dépendre de la command line. Ensuite, pour déclarer un paramètre, ça va se faire très vite. Il faut simplement préparer un endroit dans lequel stocker la valeur. Donc ici par exemple, un carré étoile déclaré en global dans le module. Et ensuite, on utilise la macro module param pour déclarer un paramètre, le nom, paf, et l'endroit où stocker la valeur. Donc tout ça, c'est tout ce dont on a besoin dans un module pour pouvoir utiliser la command line et demander des paramètres. Comment est-ce que la command line fait pour ensuite passer ces paramètres-là? Donc on va utiliser 2-3 fonctionnalités marrantes du module loader. Deuxième parenthèse sur les modules, au moment de compiler le kernel, chaque module sera compilé dans un fichier binaire séparé. Il y aura un fichier par module. Dans ce fichier, on trouve plusieurs sections, comme par exemple celle où se trouvent les modes info dont je parlais il y a quelques secondes. Et on peut donc ajouter une section. Donc en appelant ça, en utilisant ça, on peut définir une nouvelle section que tous les autres modules pourront utiliser.
il faut lui définir un loader, une fonction pour la charger. Vu que la plupart du temps, les sections qu'on définit, elles n'ont rien de particulier, il y a un loader par défaut qu'on peut utiliser. Et deuxième fonctionnalité utile ici du module loader, register preinit module handler, qui permet en gros, au moment où on initialise un module, qui permet ici d'ajouter des choses à faire. Simplement d'ajouter une fonction qui sera exécutée au moment de charger chaque module. L'utilisation de ça par la command line, ça va aller très vite, ça tient en 2 lignes. On ajoute une section, alors oui, init, là c'est la fonction d'initialisation du module dont je parlais ici, c'est celle-là. Donc au moment d'initialiser le module de command line, on ajoute une section qui s'appellera mode param. Vu qu'elle est super simple, elle contient juste une liste de structures avec en premier le nom du paramètre et en deuxième l'endroit où stocker la valeur. Donc on utilise le loader par défaut. Et ensuite on enregistre une fonction à exécuter à chaque fois qu'on va charger un autre module. La fonction loadParam, ce que j'ai défini un peu plus haut dans le fichier, qui elle va donc, qui est un peu plus compliqué pour le coup, qui va regarder dans le module s'il y a une section mode param. Et si jamais cette section est là, c'est-à-dire que le module aura déclaré au moins un argument, au moins un paramètre, il va parcourir tous les paramètres et pour chacun regarder si quelque chose a été donné sur la command line. Et si c'est le cas, donc écrire dans l'adresse que le paramètre a définie la valeur qui a été donnée sur la command line. Donc avec tout ça, on peut paramétrer des modules maintenant. Ce qui va être utile pour la deuxième chose que j'ai fait dans Stos, implémenter un initramfs. Alors un initramfs, encore une fois, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, je vais partir d'un problème simple. Imaginons que vous avez chiffré votre disque dur, parce que vous avez des données sensibles dessus, vous le transportez souvent pour une raison X ou Y. Donc vous allez vous retrouver sans doute avec ce genre de partition, un /boot non chiffré dans lequel on va retrouver donc votre kernel, les fichiers de conf du bootloader et votre initramfs, j'y reviens juste après. Un /home chiffré par exemple, et tout le reste du disque dur chiffré. Le problème ici, c'est que à la fin du chargement du kernel, le kernel pour démarrer votre système va appeler /bin/init. Et si jamais vous avez chiffré votre disque dur, ce truc n'est pas encore disponible. Alors, on pourrait avoir envie d'ajouter une fonctionnalité au kernel pour déchiffrer ça. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs façons de chiffrer un disque dur. Et puis, c'est pas le seul problème qu'on peut rencontrer. Donc, plutôt que de tasser des fonctionnalités inutiles dans le kernel, on va passer par un initramfs. Un initramfs, donc c'est un file system d'initialisation, un file system qu'on met en RAM pour l'initialisation. Donc initramdisk, initrd, inicpio, ça a plein de noms. C'est une archive CPIO. Donc CPIO, c'est un système de fichiers ultra simple, quelque chose de très simple. On retrouve dedans une architecture une architecture de fichiers qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans un Linux en général. Donc il y a une racine, un /bin, quelques outils, en l'occurrence quelque chose pour déchiffrer les disques durs, et un petit programme d'init comme celui de votre système, qui permet donc de, entre guillemets, lancer l'initramfs. Pour ceux qui ont déjà eu à taper cette commande-là sous Linux sans savoir ce que ça voulait dire, comme moi quand j'ai commencé Archinux il y a quelques années, en fait c'est ça que ça fait, ça crée un initramfs. Alors, à quel moment est-ce que ça intervient, ça? À la fin du chargement de votre kernel, au moment où il va vouloir lancer l'init de votre système, à la place, si jamais on lui a donné un initramfs, il va ouvrir cet initramfs, l'archive CPIO, la charger en RAM, et exécuter le programme init qu'il va trouver dedans. Et derrière, alors c'est un execve, enfin, dans Stos en tout cas, c'est un execve, donc cet init là en fait ne retournera pas, c'est lui qui fait ce qu'il a envie de faire et qui à la fin est censé lancer l'init du système. Donc pour le kernel, une fois qu'il a lancé init dans l'initramfs,
c'est fini pour lui. Enfin, en ce qui concerne le démarrage, c'est fini pour lui. Et voilà, donc c'est ce que je disais. Dans notre exemple, l'init de l'initramfs va déchiffrer le disque dur, par exemple en demandant un mot de passe à l'utilisateur, puis lancer l'init du système une fois qu'il sera disponible. Dans Stos maintenant, non pardon, un initramfs ça peut servir à plein d'autres choses. Là je vous ai cité un exemple, par exemple si vous avez chiffré votre disque dur, Lux par exemple, vous pouvez avoir rajouté une abstraction, vous aimez bien abstraire les partitions de votre système, où vous avez rajouté du LVM, vous faites des trucs louches sur le réseau et votre root file system est en remote. On peut ajouter des choses comme on pourrait avoir envie par exemple de lâcher un shell à la fin du chargement du kernel pour regarder des trucs. Rajouter des choses rigolotes et inutiles au boot, par exemple un message de bienvenue, rajouter une animation rigolote au démarrage. Aussi rajouter des drivers qu'on n'avait pas forcément envie de bourrer dans le kernel. Rajouter des drivers et d'autres modules. En gros, en fait, tout ce qu'on peut faire en user space et qu'on n'a pas envie de caler inutilement dans le kernel. Dans Stos maintenant. Donc voilà, rappel, l'initramfs a juste besoin d'un argument PAF pour lui dire où se trouve l'archive CPIO dans lequel se trouve l'initramfs. Au moment où on va initialiser le module initramfs, celui-ci va ouvrir l'archive CPIO, charger l'initramfs en RAM, si jamais on lui a donné le paramètre donc, et le module initramfs exporte cette fonction-là, initramfs launch init, qui, quand elle l'appelle, va, si jamais un initramfs est disponible, va execve l'init qui se trouve dedans, et donc cette fonction, à ce moment-là, ne retourne pas, puisque derrière, c'est l'initramfs qui va se charger de lancer votre système. Si jamais il y a une erreur ou que tout simplement on n'a pas donné d'initramfs, vous n'avez pas envie de l'utiliser, la fonction va retourner, tout simplement. Pour finir, il a fallu modifier un autre module dans Stos, le module init, qui se charge de lancer votre système. Alors, avant le support de l'initramfs, ce qu'il faisait, c'était monter /dev pour avoir accès au disque dur. Ensuite, prendre le premier disque dur qu'il trouve et le mettre dans /mnt, le monter dans /mnt, et ensuite lancer /mnt/bin/init, donc lancer votre système. Maintenant, avec le support de l'initramfs, quand ce module est lancé, normalement, le module initramfs est déjà initialisé, donc il a déjà ouvert l'initramfs, il l'a déjà mis en RAM, donc il est prêt. Juste après avoir monté /dev, maintenant, plutôt que de monter le disque dur, qui est peut-être même pas disponible à ce moment-là, on va essayer de lancer initramfs launch init. Donc s'il y a eu un initramfs de données, on va le lancer. On va lancer init qu'il y a dedans, et c'est lui qui se charge de lancer votre système. Si jamais il n'y en avait pas, la fonction retourne, et on fallback sur la stratégie de départ, qui était de simplement monter le disque dur, et lancer l'init qu'il y a dedans, donc votre système. Donc voilà. Implémenter ces deux trucs, ça m'a permis de rentrer un peu dans Stos, de voir tous les trucs marrants qu'il y a dans le module loader, qui a pas mal de choses intéressantes, parce que pour faire en sorte que implémenter ce genre de feature soit propre, le module loader doit être relativement intelligent. Je ferai peut-être un blog sur un article sur le blog du LSE pour parler de tout ça. Et donc voilà, avec ça, on peut maintenant paramétrer tous les modules dans Stos. Et avec l'initramfs, on pourra imaginer plein de trucs rigolos à faire juste après avoir chargé le kernel, avant d'arriver sur le système utilisateur. Est-ce que vous avez des questions ?
Le ST de Stos signifie quoi? Excellente question. Non, je m'en souviens plus. La question c'était, je peux même pas y répondre. La question c'était que veut dire le ST dans Stos? Je crois que je ne connais pas cette histoire. Je connais pas l'histoire. Vas-y. Ouais, on va le dire pour le stream. Alors donc, ouais. Donc Stos en fait, ce nom, l'idée c'est qu'un système d'exploitation et un kernel particulièrement, ça reste au final la partie très basse du système d'exploitation qui est là pour nettoyer la merde faite par le hardware et donc touiller toute cette merde de manière à exposer un truc à peu près sane pour le reste du monde. Et donc en fait, bonne chance, oui voilà, effectivement. Et donc Stos c'est pour Septic Tank OS parce que au final le kernel en lui-même c'est justement ça reste la fosse septique de l'informatique, là où il y a toute la merde. Voilà. Ouais, je connaissais pas l'histoire. D'autres questions? Donc en plus j'ai duré moins de 20 minutes. Donc oui, une adresse email si vous avez des questions à me poser ensuite. Et la page du projet Stos, il n'y a pas vraiment de doc, donc vous y trouverez pas grand chose, vous y trouverez au moins le code. Et voilà, merci de votre attention.